Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, ravi de vous y retrouver. Quelles actualités dans le monde de l'art, Sybille, cette semaine? Alors aujourd'hui, il va y avoir la première vacation instruments de musique pour le nouveau département qui vient d'être créé chez Agut. Alors, c'est à Neuilly-sur-Seine, c'est 106 instruments et archets qui seront proposés à la vente. Avant la vente, les musiciens peuvent d'ailleurs prendre rendez-vous pour essayer les instruments de musique. On voit bien que la France est assez reconnue pour son école d'archetier, car on retrouve différents noms d'archetiers dans cette vente, avec par exemple les archets de violoncelle de Victor-François Fétic, estimés pour entre 8 et 10 000 euros. Archet de violon de Charles-Louis Bazin de 1930 est signé, estimé entre 3 et 4 000 euros. Et puis aussi, bien sûr, des violons et des violoncelles. Par exemple, un violon réalisé par Paul Blanchard datant de 1900, estimé entre 8 et 10 000 euros. Et un violoncelle 18e, travail français de l'entourage de Nicolas Antoine, estimé entre 10 et 12 000 euros. Donc, les violons ou les archets peuvent prendre de la valeur ou conserver de la valeur. On pourra peut-être en reparler dans l'émission. Pourquoi Agut a décidé de créer ce département, Sybille? Alors, ce nouveau département instruments de musique d'Agut est mené par le violoniste français Hector Chemel. Rappelons que les entreprises bénéficient d'une fiscalité particulière lors de l'investissement dans les instruments de musique. Les entreprises peuvent bénéficier d'une déduction d'impôt calculée sur le prix d'achat de l'instrument et qui sera ensuite étalée sur 5 ans à part égale. Et en contrepartie, l'entreprise s'engage à prêter l'instrument de musique à un artiste-interprète. Selon Agut, l'investissement dans certains instruments de musique peut être intéressant, gagnant 3 à 5% par an sur les instruments, attention, en très bon état. Attention donc à l'état des instruments. On continue avec les actualités dans le monde de l'art cette semaine, Sybille. Francis Bacon devient le premier artiste coté sur Artex. Oui, alors Artex, c'est une bourse d'échange d'actions d'œuvres d'art qui a été fondée il y a 3 ans. La plateforme a annoncé le 30 mai dernier qu'une première œuvre sera admise à la négociation. Il s'agit du triptyque 3 études pour un portrait de Georges Dyer, peint par Francis Bacon en 1963. Le tableau a été vendu aux enchères en 2017 chez Christie's pour 52 millions de dollars et aujourd'hui il sera proposé aux investisseurs pour près de 55 millions de dollars sur Artex. Comment, Sybille, une œuvre d'art peut-elle être cotée en bourse? Quels sont les mécanismes? Alors Artex a pour objectif de développer les opportunités d'investissement dans des œuvres d'art allant de la Renaissance à la période contemporaine. Une introduction en bourse d'une œuvre d'art consiste à diviser la propriété d'une seule œuvre d'art en plus petites parties, plus petites unités. Dans le cas présent de ce triptyque, ce sont des actions d'une valeur de 100 euros chacune qui pourront donc être échangées sur la plateforme Artex. Artex est supervisé et réglementé par l'AMF du Liechtenstein dans le cadre législatif européen MIFID II. Les chefs-d'œuvre répertoriés sur Artex seront exposés aussi publiquement dans les musées et aussi dans des expositions à travers le monde. Donc on précise que Artex est réglementé par l'autorité des marchés financiers du Liechtenstein et non pas l'AMF que l'on connaît en France. On continue avec les actualités du monde de l'art. Sotheby's va investir le bâtiment du Whitney Museum à New York. Exactement, et Sotheby's rachète ce bâtiment précédemment occupé par le Whitney Museum de New York, le bâtiment mythique conçu par l'architecte Marcel Breuer. Sotheby's a indiqué qu'elle allait investir le bâtiment avec une salle de vente et des galeries à partir de 2024, et c'est seulement en 2025 que les portes vont s'ouvrir officiellement. Selon le New York Times, Sotheby's a déboursé 100 millions de dollars pour cette acquisition de ce nouveau siège. Actuellement, ce bâtiment est occupé par la Frick Collection, dont le musée à New York fait l'objet d'une rénovation. Et donc le bail de la Frick Collection se termine en 2024. Merci Sybille pour ces actualités hebdomadaires dans le monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Hélène Ivanov. Bonjour Hélène Ivanov. Bonjour. Vous êtes chercheuse indépendante, vous êtes également membre de l'association ASTRE, association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. Et c'est justement le sujet qui
va nous animer aujourd'hui. On va évoquer ensemble le sujet de la recherche de provenance. C'est obligatoire à présent lorsque l'on veut céder une œuvre d'art. Ça incombe à l'acheteur d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, ou au vendeur de rechercher la provenance, de faire état de la provenance d'une œuvre. Ah, c'est pas la question. La réponse n'est pas si évidente de ce que je comprends. Ça incombe autant à l'acheteur qu'au vendeur, mais plus particulièrement au vendeur, puisque c'est lui qui est responsable de l'authenticité de l'œuvre et de la légitimité de sa mise en vente. Et alors, vous allez nous expliquer quelle est la méthodologie qu'on peut mettre en place pour enquêter. Avant que vous nous expliquiez cette méthodologie, peut-être un mot sur votre parcours. Comment est-ce qu'on devient chercheur, chercheuse en provenance d'œuvres d'art? Est-ce que c'est un métier aujourd'hui ou est-ce que c'est une fonction occupée par des historiens d'art, comme c'est votre cas, ou par des avocats ou autres? Alors, on peut parler d'une discipline à part entière, sauf qu'elle est encore peu représentée dans les institutions académiques ou dans les institutions culturelles. Et c'est un métier qui est pratiqué par beaucoup de chercheurs actuellement qui effectuent des missions. Pour ma part, j'ai beaucoup travaillé sur le marché de l'art au XXe siècle, sur les transferts culturels entre la France et l'Allemagne, et également sur l'histoire des collections extra-européennes. Et c'est pour cette raison que de la recherche fondamentale, je suis passée en quelque sorte à la recherche appliquée à des cas particuliers et à des œuvres. Et finalement que certaines institutions ou certaines personnes privées vont solliciter pour faire des missions spécifiques sur certaines œuvres. Tout à fait. On a des demandes en fait de collectionneurs particuliers, de musées, d'institutions culturelles en général, également de cabinets de généalogistes ou d'avocats dans le cadre de procédures judiciaires. Et ponctuellement, ça peut arriver aussi des galeries, des commissaires-priseurs, pour des missions un petit peu particulières. Parce que dans quel sens ça se passe généralement? Est-ce que c'est vous, à travers vos recherches, que vous remarquez qu'une œuvre, il manque peut-être une partie de l'histoire à un certain moment, et du coup vous tournez vers l'institution, ou c'est l'inverse? Ça peut être les deux. Ça peut être, c'est à 50-50 ou... Voilà, exactement. On peut découvrir soi-même l'histoire d'un tableau et contacter les institutions ou les collectionneurs, et inversement, être contacté par des commanditaires. Et alors, comment ça se passe quand vous êtes contacté, quand vous trouvez un tableau? Est-ce qu'il y a une méthode qui va s'appliquer à toutes vos recherches? Alors oui, il y a une méthode très spécifique, il y a des archives aussi très spécifiques. On commence en général par une étude matérielle de l'œuvre. On observe le dos du tableau, par exemple tous les tampons, toutes les étiquettes, toutes les inscriptions. C'est en quelque sorte un passeport sur lequel on a imprimé les différents déplacements de l'œuvre. Et ça, on le fait systématiquement, même si quelqu'un l'a déjà fait avant nous, on recommence. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Il faut observer très minutieusement toutes ces marques. Et puis par la suite, on va s'intéresser aux archives et là, travailler véritablement sur les sources propres à la recherche de provenance, donc des catalogues raisonnés, des catalogues de vente aussi, sur lesquels on trouve des annotations, par exemple, ou le nom de l'acheteur. Et ça va permettre d'identifier une des étapes du parcours. Et puis, on va s'intéresser ensuite aux archives en tant que telles. Donc, les archives en particulier politiques, celles du Commissariat général aux questions juives, des archives aussi ça, c'est judiciaires. Pour les œuvres qui auraient pu être spoliées. Voilà, pour les œuvres qui auraient pu être spoliées. Les archives judiciaires également qui correspondent à des procès pour collaboration après la période de la Seconde Guerre mondiale, dans l'immédiate après-guerre. Et puis des archives fiscales aussi qui donnent beaucoup de renseignements sur les profits illicites qui ont pu être réalisés pendant l'occupation. Et puis on a aussi d'autres types d'archives, des demandes d'indemnisation, par exemple, ou des demandes de réparation qui ont été posées par des victimes dans l'immédiate après-guerre devant l'État français, et puis dans les années 1960 pour l'État allemand. Donc des collectionneurs qui seraient allés voir effectivement la justice ou l'État français ou l'État allemand en disant « j'ai été propriétaire de cette œuvre à un instant T, mais elle n'est plus en ma possession aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir un dédommagement ?» Ça, c'est un indicateur supplémentaire pour retrouver la provenance d'une œuvre. Oui, on y trouve beaucoup d'indications sur les familles, sur du coup les ayants droit aussi de ces familles aujourd'hui. Et à l'époque, on ne disposait pas forcément des bases de données qu'on utilise beaucoup. Je voulais dire, c'est facile à trouver. Toutes ces sources-là, elles sont faciles à trouver. Il y a vraiment des endroits de prédilection, des bases de données.
Oui, alors pour les bases de données, c'est assez simple puisque c'est accessible en ligne, c'est libre et gratuit. Donc n'importe quel acteur du marché de l'art peut les consulter. Il y a des bases de données qui concernent les œuvres et puis il y a des bases de données qui concernent également les acteurs. En particulier, on peut citer la base RAMA, le répertoire des acteurs du marché de l'art en France sous l'occupation, qui est une base de données qui a été créée par l'Institut national d'histoire de l'art, en coopération avec l'Université technique de Berlin, et dans laquelle on trouve en fait des articles biographiques sur les acteurs du marché de l'art, et on trouve également des indications sur les sources et sur les livres qui peuvent être disponibles sur le sujet. Mais j'imagine que plus on avance dans l'histoire, plus certaines sources sont disponibles et ouvertes. Oui, ou c'est pas trop une question. Il y avait des périodes également de prescription. Pendant longtemps, certaines archives ont été fermées et ça n'est que depuis peu de temps finalement qu'elles sont ouvertes aux chercheurs. Et on a aussi beaucoup on a parlé autour de ce plateau d'exemples de restitution, etc. Est-ce que ça, c'est des exemples qui sont exceptionnels ou vraiment à chaque fois que vous faites des recherches, vous trouvez, ça mène à une restitution? Alors non. Pas forcément. La recherche de provenance n'est absolument pas synonyme de restitution. Elle permet d'établir la biographie des objets, d'établir les différents régimes de propriété successifs de l'œuvre d'art. Et donc, parfois, on aboutit à la conclusion que cette œuvre n'a pas été spoliée. Et ça permet justement aux commanditaires de la recherche d'apporter la preuve incontestable de la légitimité de son achat. Et votre travail, il est principalement basé autour des spoliations nazies ou il y a vraiment d'autres cas de figure de recherche de provenance et de restitution? Alors j'ai essentiellement travaillé sur des tableaux, sur des œuvres d'art, mais ça m'est arrivé aussi de travailler sur des collections d'art océanien, par exemple, ou africain. Et donc c'est assez varié. Une question peut-être un peu naïve, mais on arrive à s'assurer année après année d'avoir réussi à remonter la provenance d'une œuvre, ou il faut s'attendre systématiquement à des zones d'ombre dans justement le parcours d'une œuvre? Alors, quand on sait où chercher, on trouve une multitude d'informations parce que vous avez beaucoup d'archives, beaucoup d'inventaires d'œuvres qui permettent de retracer vraiment l'historique du tableau. Après, la recherche de provenance demeure malgré tout de toute façon lacunaire, puisqu'en fait, les sources dont on dispose sont les sources souvent des spoliateurs, des personnes qui ont entraîné le pillage ou la confiscation de ces collections. D'accord. Et les voix des victimes, ils sont quasiment absentes. Donc, on a parfois quelques difficultés, effectivement, à retracer l'intégralité des étapes. C'est-à-dire qu'on va chercher dans les registres de ceux qui ont spolié les œuvres, par exemple. C'est une source principale d'information pour déterminer si une œuvre a été spoliée ou non. Alors, on va chercher du côté des marchands, des acteurs du marché de l'art qu'on sait impliqués dans la période de l'occupation. Donc, ces archives-là, elles sont très riches. Mais on a aussi tout un éventail d'autres outils. Bien sûr, que vous avez mentionné tout à l'heure. Et ça vous prend combien de temps? Est-ce qu'il y a un temps qui est nécessaire pour tout ça? Alors, c'est une recherche qui est toujours très chronophage, qui prend énormément de temps. Après, il y a des découvertes merveilleuses. Parfois, en quelques semaines, on arrive à débrouiller l'historique d'une œuvre. Mais globalement, il faut quand même plusieurs mois. C'est nécessaire pour arriver à des résultats probants. Est-ce que vous pensez là que vous êtes de plus en plus sollicité, que c'est un sujet qu'on traite de plus en plus? Alors oui, je pense qu'il y a une véritable éthique du marché de l'art qui est en train de se développer, que ce soit du côté des galeries ou du côté des maisons de vente, et puis aussi du côté des institutions culturelles qui de plus en plus s'interrogent sur leur acquisition, et en particulier celles qu'ils ont fait depuis 1933. Une dernière question, vous disiez que toutes les recherches ne mènent pas systématiquement à des restitutions. Alors parfois, effectivement, on se rend compte que les œuvres n'ont pas été spoliées. Quand on se rend compte qu'elles l'ont effectivement été, est-ce que la biographie de l'œuvre que vous restituez est juridiquement opposable, par exemple, pour ensuite demander la restitution de l'œuvre? Alors, on établit un recherche de provenance qui est le plus complet, le plus précis
possible, qui établit des faits historiques qui sont incontestables. On essaye de vraiment mettre en lumière tout le contexte de la spoliation. Et après, oui, il revient à la famille, il revient aux avocats, aux musées. D'engager les démarches. Ouais. Voilà, quelle est la forme de réparation qu'ils vont pouvoir proposer à ces victimes des spoliations. Mais donc c'est un travail qui peut servir effectivement ensuite dans un procès de dédommagement ou de récupération de l'œuvre. Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Merci beaucoup Hélène Ivanov d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes chercheuse indépendante mais aussi membre donc de l'association pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations. Merci beaucoup. Merci également Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.